Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Continuum, l'émission d'Anews Sécurité, où j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Eric Plumer, dit Jaurès. Vous avez un parcours un peu de service d'ordre, de sécurité rapprochée, de personnalité politique. Vous avez fait 5 campagnes présidentielles où vous avez accompagné des candidats illustres, qui sont d'ailleurs certains devenus présidents de la République. Oui. Comment vous êtes arrivé là? Ce sont les hasards de la vie. En sortant, j'étais engagé dans la Marine nationale plusieurs années, et en sortant, je suis rentré à la mairie de Nantes, parce que je suis de la région nantaise, et donc des amis sont venus me voir en me disant avec ton gabarit, tu voudrais pas donner un coup de main au service d'ordre du Parti socialiste en tant que bénévole, parce que dans les partis politiques comme dans les syndicats, c'est du bénévolat. Et donc je suis rentré comme ça par un pur hasard. Et donc ça m'a bien plu. Et donc, j'y suis resté, j'y suis encore. Ça fait des décennies. Alors, l'émission s'appelle Continuum. On a souvent reçu des maires, les forces de sécurité nationale. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément au service d'ordre. Quel est le rôle d'un service d'ordre, d'un parti politique ou d'un syndicat? Ce sont exactement, on va dire, c'est exactement les fonctions qu'ont le SDLP ou autres. SDLP, expliquez peut-être. Le service de la protection, ouais. Qui a en charge la protection de tous les membres de gouvernement, mais aussi de personnes à risque, aussi de personnalités de gouvernements étrangers qui viennent en France. Donc ils sont chargés de la totalité de leur protection. Donc nous, dans les partis politiques, on a exactement les mêmes fonctions. Et une des choses que j'ai fait d'ailleurs en l'an 2000, quand j'ai pris officieusement les rênes nationales de la sécurité du Parti socialiste, et officiellement en 2001, j'ai fait évoluer les choses pour calquer sur leur fonctionnement, parce que pour moi, ça coulait de source, et en plus on travaillait main dans la main, et je travaille toujours un peu avec eux, main dans la main. Donc voilà. Et comment on arrive à monter, vous avez monté en gros un service d'ordre, oui. En tout cas vous l'avez professionnalisé, même si ça repose essentiellement sur des bénévoles. Comment vous formez votre équipe, comment vous l'organisez et comment vous gérez un événement, une réunion publique, un déplacement d'un candidat à la présidentielle? Oui. Alors d'abord, j'ai hérité d'un service d'ordre. Le service d'ordre du Parti socialiste sort de la SFIO, donc il y avait un siècle, voilà. Donc j'avais de nombreux militants qui m'accompagnaient. Et donc j'ai étoffé ça, on était plusieurs centaines. Donc, comment que ça se passe? C'est tout simple. Le premier secrétaire, alors ça a été François Hollande ou Martine Aubry, ou Cambadélis. On me dit, on va ici, par exemple, à Limoges. Je dis. Et donc après, je m'occupe de tout. C'est-à-dire que je prends les contacts avec les préfets, on faisait des réunions en préfecture pour préparer le déplacement, sachant qu'il faut savoir que sur les déplacements privés comme ça, de style campagne électorale, autre chose aussi, une fois par an, on avait un énorme événement qui était à La Rochelle. Les forces... les universités, les fameuses universités d'été. Voilà, les fameuses universités ou autres congrès. Les forces régaliennes n'ont pas accès sur le site. Sur les sites privés, ils n'ont pas accès, même qu'il y a des membres du gouvernement. Bien sûr, la protection rapprochée des membres du gouvernement y accédait, le fameux service de la protection. Mais autrement, on avait en charge tout le reste. C'est-à-dire que je devais tout mettre en musique. La fouille palpation, les portiques, nous on évitait parce que nos dirigeants politiques n'en voulaient pas, mais donc on avait les raquettes, tout ce qui était le déminage, donc c'était quand même les services d'État qui faisaient, mais après ils ressortaient, on les accompagnait, la sécurité intérieure des sites, les cheminements, les endroits qui étaient vraiment très réservés, on avait tout en charge, la totalité de la sécurité. En gros, vous régliez la sécurité à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur, c'était les forces régaliennes. Donc il fallait forcément travailler en intelligence. Comment vous, responsable d'un service d'ordre, vous disiez, vous appeliez tel ou tel préfet, vous organisez les choses avec les forces de sécurité décentralisées, déconcentrées. Comment, en gros, vous étiez reçu? Est-ce que vous aviez cette légitimité? Est-ce qu'il y avait un problème de légitimité où on vous regardait un peu de manière, pas de haut, mais... Ça s'est toujours excellemment passé. D'abord, je m'attachais à avoir des bonnes relations. Et la preuve, c'est que les bonnes relations continuent. Je suis resté ami avec un ancien patron du SDLP, avec la préfecture de Paris, j'ai des relations extraordinaires. Donc ça s'est toujours très très bien passé. D'abord,
Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement, parce qu'il y a un moment, on est bien obligé de fonctionner et de protéger conjointement sur l'extérieur, parce qu'on était quand même sur la campagne, on avait quand même des véhicules suiveurs. Et il faut savoir que les forces du service de la protection, sur un candidat à la présidentielle, ne sont pas au début avec eux. Ils arrivent dans la dernière partie, parce que bien souvent... Ça, c'est important de savoir, parce que les candidats à la présidentielle partent assez tôt en campagne, et vous dites que le service de protection de l'État arrive beaucoup plus tard dans la campagne pour protéger les candidats, et qu'au début, tout repose sur les services d'ordre internes ou des sociétés privées. Alors, pour certaines, pour certains partis politiques ou certains candidats. Donc c'est vraiment le travail de sécurité qui est fait par les services d'ordre. Je vous dis, c'est à l'identique des services régaliens. Donc je prends pour exemple François Hollande, sa campagne présidentielle, on l'a commencé en décembre 2011. Et donc l'élection est au mois de mai. Et les services régaliens, donc ils viennent à une quinzaine, 2 équipes de 7 et un patron, sont arrivés, je ne sais plus trop, on va dire février ou mars. Oui, plutôt mars, parce que les candidats ne souhaitent pas avoir tout de suite des forces de l'ordre qui ne te connaissent pas. C'est vrai que dans les voitures, il y a des échanges téléphoniques, il y a des choses. C'est des gens qui sont très bien, les forces de l'ordre, c'est pas ce que je veux dire, mais la confiance n'est pas encore établie sur la confidentialité. C'est important aussi, la confidentialité. Donc ils préfèrent que ce soit nous qui soyons dans les véhicules avec eux, en protection, ou à l'épaule, etc., de manière à ce qu'ils n'aient pas de, comment dire, d'anxiété par rapport à la confidentialité. Est-ce que, donc vous avez fait quand même 5 campagnes présidentielles, ce qui n'est pas rien. Est-ce que vous avez eu des moments, j'allais dire, un peu compliqués à gérer? Oui, il y a eu des moments compliqués. Ma première campagne présidentielle, c'est M. Jospin en 2002. Et c'était, à cette époque-là, il y avait des grèves de la douane, je pense. Et systématiquement, ils viennent nous perturber sur les meetings. Donc c'est... Parce que Jospin était à ce moment-là encore Premier ministre. Il était Premier ministre. Alors c'est vrai que quand il est sur la campagne, il n'est plus Premier ministre, mais il est quand même Premier ministre. Donc c'est normal. Les corps de métier en profitent pour manifester. C'est sur les campagnes, c'est humain. Et donc c'était assez compliqué. En plus, moi, c'était ma première. Et j'avais pris officiellement qu'en 2001. Donc c'est vrai qu'il y a des moments... C'est pas du stress, parce que si on a du stress, c'est très compliqué. On gère pas bien le boulot, mais voilà quoi. Et en plus, il y a eu ce fameux ketchup à Rennes qui était... Oui, c'est quoi le ketchup à Rennes? Dernier meeting, malheureusement, M. Jospin ne va pas au 2e tour. Dernier meeting à Rennes, on rentre dans la salle, tout se passe énormément bien. Et dans le dernier carré où il y a les jeunes socialistes, qu'on repérait visuellement parce qu'ils avaient tous les mêmes t-shirts, parce que l'entrée, c'est assez tendu, il y a de l'ambiance et tout, et bon, on traverse la foule quand même, et il y a le Premier ministre en fonction, et inconsciemment, on baisse un peu la garde, et là, il s'est infiltré des jeunes qui prennent du ketchup et qui lui lancent dans le visage, et on le voit sur le grand écran. Même Lionel Jospin s'en inquiète, parce qu'il ne sait pas trop ce que ça a bousculé, il ne sait pas trop ce qui c'est du sang ou quoi que ce soit, et on l'emmène derrière vite fait pour qu'il se change et qu'il revienne. Et donc voilà, et on arrête les 2 jeunes. Les 2 jeunes qui ont fait ça, et l'histoire drôle, c'était des gosses d'élus socialistes de la région rennaise. D'accord. Et alors comment ça se passe dans ces cas-là? Vous remettez, quand vous avez des perturbateurs comme ça, comment ça se passe le lien avec la police nationale? On les appelle aussitôt. D'ailleurs, comme il y avait des manifestations, il y avait des policiers en civil à l'intérieur, puis c'est un meeting public, donc c'est nous qui les avons chopés et tout, et donc on les remet aux forces de l'ordre. C'est pas notre rôle, nous. Je veux dire, à la limite, ce serait une copie du code, de l'article 73. C'est de prendre un délinquant, mais entre guillemets, là, ils risquaient pas d'aller en prison ou quoi que ce soit, et on les remet aux forces de l'ordre. Nous, c'est plus notre métier. Alors, il y a un événement qui vous a particulièrement marqué, et on va y revenir, c'est vous avez été, en tant que, là aussi, responsable du service d'ordre du Parti socialiste, le responsable de ce qu'on appelle le carré de tête, c'est-à-dire le carré de tête, c'est les personnes qui manifestent devant, avec les différentes personnalités, de la manifestation du 11 janvier 2015. Donc rappelons que la manifestation du 11 janvier 2015, c'est la grande marche citoyenne suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. Et donc là, il y a des dizaines de chefs d'État, de nombreux ministres, premiers ministres, du monde entier. Et vous vous retrouvez
en tant que responsable du service d'ordre du Parti socialiste, en train de gérer ce carré VIP. Comment vous préparez ça? Comment vous appréhendez ça? Et comment vous retrouvez à la tête de ce carré VIP à côté des forces de l'ordre de l'État? Et comment aussi vous gérez les différents services de protection, des différents chefs d'État qui sont là? Ça a été parfois un peu tendu même avec certains services de sécurité étrangers. Oui, alors cet événement malheureux restera quand même un grand souvenir. Pour l'anecdote, j'étais en vacances dans l'Ariège et donc je suis remonté. Donc c'est un événement qu'on a préparé en 4 jours. C'est la préfecture qui a souhaité qu'il y ait des services d'ordre qui donnent un coup de main parce qu'ils avaient énormément de force en présence. Le RAID, le GIGN, enfin tous les... Voilà, ça va être un peu comme les Jeux Olympiques, mais on verra peut-être en reparler. Et donc, on me demande, pour les aider, d'organiser un service d'ordre, pas sur les 50 chefs d'État. Donc, on a les rescapés, les familles de Charlie Hebdo qui sont devant, juste derrière les 50 chefs d'État, et juste derrière, ce sont tous les membres de gouvernements français étrangers, les artistes, des footballeurs de haut niveau, etc. Donc, on a passé 4 jours. 4 jours dans le bureau du préfet, à Paris, à Matignon, avec le cabinet du Premier ministre, qui était M. Valls à l'époque, et à Solferino. Petite anecdote pour rigoler, le plus dur, c'est de faire comprendre que c'est moi qui va gérer ça, parce que j'avais tous les services d'ordre politique et syndicaux. Donc, en fait, vous avez, qu'on comprenne bien, oui. Et c'est très intéressant et très important, l'État, vu l'ampleur de la manifestation, vu l'ampleur de l'enjeu, vu le nombre de chefs d'État, etc., fait appel à vous, enfin, aux services d'ordre des partis politiques, des différents syndicats, pour les aider à gérer la manifestation, et donc vous confie à vous cette responsabilité, à vous, au service d'ordre, et vous, Éric Plumer, vous chapeautez, vous êtes le chef, en gros, vous fédérez l'ensemble des services d'ordre des différents partis politiques. Des différents partis politiques et des différents syndicats. Et des différents syndicats. Donc, ils géraient leur cortège dans la manifestation, mais en plus, ils m'avaient délégué beaucoup de militants de chez eux. Et donc, je vous dis, c'était 4 jours. Il a fallu bien fédérer les choses, bien faire comprendre, parce qu'on était au gouvernement. Donc, dans ces cas-là, la politique reste un petit peu dans les têtes, mais bon, mais ça a super bien fonctionné. Donc évidemment, ça a été 4 jours, c'est pratiquement du 20h sur 24 pour bien préparer les choses. Et vraiment, ça a fonctionné de manière extraordinaire. Et en même temps, l'organisation avec tous les services régaliens, les grands patrons de tous les services, ils ont été à l'écoute de toutes mes explications, parce que bien sûr, ils souhaitaient que je rentre dans les détails de mon dispositif que j'avais imaginé et tout. Et vraiment, un accueil, une écoute extraordinaire. On a travaillé main dans la main. Et donc, c'est comme je disais auparavant, mais là, c'est un événement qui est encore supérieur. L'articulation avec tous ces services-là, c'est toujours bien passé. Il y a un immense respect. 5 campagnes présidentielles, cette manifestation forcément qui fait date dans l'histoire de France. Vous avez donc une expérience, une vision. Vous avez travaillé avec les plus grands... chef d'État, ministre, vous avez donc cette vision un peu du continuum de sécurité, vous le disiez. Aujourd'hui, selon vous, quelles seraient, j'allais dire, les marges de progression pour améliorer, j'allais dire, le travail entre la sécurité rapprochée, les forces de l'État, les collectivités locales à travers les polices municipales. Vous avez été également, on ne l'a pas dit, vous avez été élu municipal pendant presque 18 ans, je crois, oui, 19 ans. à Rézé. Vous avez été vice-président d'un office HLM. Donc vous avez aussi cette vision d'élu local. En gros, comment on peut encore améliorer cette histoire de continuum selon vous ? Alors le gouvernement, enfin, il se penche actuellement, suite au livre blanc, on va pas revenir dessus, il se penche sérieusement sur le continuum. De toute façon, c'est une chose qu'on ne pourra pas passer à côté. Du fait qu'il y a eu des diminutions d'effectifs sur les forces régaliennes. Là, en ce moment, ils sont en train de réaugmenter, mais il y a un retard considérable.
Donc il faut que tous ces services-là s'articulent avec, comme vous disiez, la police municipale. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, ils sont bien complémentaires. Et bien sûr les services privés, les sociétés privées. Il manque peut-être une petite étape justement avec ce que je vous disais, avec les services d'ordre politiques et syndicaux. L'anecdote de ça, c'est que les services privés sont obligés de faire des formations et d'obtenir une certification à l'issue, que les services syndicaux et politiques n'ont besoin de rien du tout. Est-ce que ça ne pose pas un problème d'ailleurs? Si, moi je pense. Parce qu'il faut quand même, aujourd'hui, pas faire le tri, c'est pas ça, mais professionnaliser. Ou est-ce qu'il y a besoin de professionnaliser les services d'ordre ou ça serait justement perdre l'aspect... C'est souvent des militants, vous le disiez tout à l'heure. Ce sont souvent des militants. Alors bien sûr, on fait des formations dans nos groupes. Mais il n'empêche que je pense qu'au moins les responsables nationaux devraient suivre un cursus un petit peu pour connaître bien à fond les lois, enfin toutes les choses importantes. Mais ça se fait bien souvent naturellement, on voit dans les manifestations et tout. D'ailleurs, les syndicats, des fois, sont hués par des perturbateurs, parce que les syndicats travaillent main dans la main avec la police, mais on est obligé. La démocratie ne veut pas dire le bazar organisé. Voilà. Donc, les articulations existent, mais peut-être pas assez en profondeur, je pense. Voilà. Alors aujourd'hui, vous n'êtes plus responsable national du service d'ordre du Parti socialiste. Vous avez créé votre entreprise à la fois de conseil sur les questions de sécurité, d'audit. Vous faites des audits pour les collectivités, pour des grands hôtels, pour un certain nombre d'entreprises en fonction et de collectivités en fonction de la demande. Vous avez aussi un travail de protection rapprochée. En fait, vous faites du service d'ordre d'un point de vue professionnel. Donc vous avez cette vision maintenant à la fois privée et à la fois semi-publique à travers ce service d'ordre. Les Jeux Olympiques qui arrivent maintenant dans pas trop longtemps, comment vous voyez ça, vous, en tant que professionnel maintenant? Je pourrais être alarmiste, mais honnêtement, je ne vois pas bien du tout. C'est vrai qu'il y a des grandes idées, des belles idées. Par exemple, mais tout le monde le sait, tout le monde en parle, sur la Seine. Mais c'est catastrophique en termes de sécurité, comment on va faire? La menace, il y a énormément de monde. Je pense qu'il y a plein de gouvernements étrangers, même des chefs de gouvernement. Les menaces peuvent venir de partout. C'est pas un stade, là. Dans un stade, le stade est confiné. Il y a des barrières, même si quelquefois on a vu des événements comme au Stade de France par rapport à la finale de la Coupe d'Europe. Mais bon, il faut se rappeler quand même que lors des attentats du Bataclan, un des terroristes a été empêché par un des agents de sécurité privée de rentrer dans le stade. Donc c'est pour vous dire que même si c'est compliqué, c'est beaucoup plus facile à gérer qu'un événement en public comme ça. Les attaques peuvent venir, bien sûr, du ciel, dans la foule, même s'il y aura des fouilles, voilà, mais ça peut venir aussi par le fond de la Seine. Donc on n'est pas là pour rentrer dans des délires complets, mais en fait, dans la sécurité, on doit tout imaginer. Donc déjà, pour sécuriser tous ces événements qui sont à l'extérieur, sur des sites publics, ça va être très compliqué. En plus, on n'a pas assez d'agents de sécurité. Alors justement, comment faire là, dans les 2 ans qui viennent, enfin les 1 an et demi qui viennent? Alors là, il faudra qu'on m'explique, parce que le problème est qu'il manque, je ne sais plus, 15 000, 20 000 agents de sécurité. On parle d'en former, c'est bien, mais après, on en fait quoi? On ne va pas donner du travail pour 3 mois, c'est-à-dire les Jeux Olympiques et Paralympiques, il ne faut pas oublier, et après, les renvoyer, il n'y aura pas assez de marché pour faire travailler ces gens-là. Donc comment fait-on? Et on voit bien que l'État commence aussi à s'en inquiéter. Il y a un moment qui s'en inquiète. Oui. Mais là, il commence à évoquer le fait d'annuler tous les grands événements, festivals et tout, cette année-là, parce qu'ils vont avoir besoin de tous les services. Ce qui pose un énorme problème pour le monde de la culture, oui. Parce que l'annulation des festivals serait une catastrophe d'un point de vue culturel et économique pour un certain nombre de territoires. Et même avec ça, on n'aura pas assez. Il n'y aura pas assez, parce que je rappelle, là, je suis en train de parler de Paris, mais c'est sur tout le territoire, sans compter sur les départements d'outre-mer. Donc honnêtement, je ne sais pas comment on va faire. Je ne vois pas comment on peut s'en tirer. Il y aura je pense qu'il y aura des boîtes européennes qui vont venir. De toute façon, sur les appels d'offres, il peut y avoir des appels d'offres européennes. Et après, quid de l'armée. Mais pour l'instant, alors je ne suis pas dans les instances.
Je ne suis pas dans les instances, mais je pense qu'il y a encore du boulot. Il y a un premier test en 2023 avec la Coupe du Monde de rugby, mais qui a rien à voir avec les JO, parce que le public du rugby est pas du tout le public du football ou autre. C'est pas les mêmes réactions qu'ils ont. Ils sont beaucoup plus cool, on va dire, le monde du rugby. Donc, mais il y aura quand même un premier test sur toute la France, et après, dans 2 ans, c'est loin, mais ça avance très très vite. Peut-être dernière question, vous êtes membre du jury là, pour habiliter les personnes sur la protection rapprochée. C'est quoi le bon profil? Discrétion, parler des langues étrangères, parce que bien dans ces milieux-là, on a beaucoup de clients qui viennent de l'étranger, donc un minimum l'anglais, s'il y a un peu d'espagnol, c'est bien. Et après, on voit, lorsqu'on fait le jury, c'est sur 2 jours, il y a la partie pratique et la partie théorique, c'est la connaissance des lois, ce qui est primordial, les lois sur les réactions et tout. Donc on voit au feeling comment la personne réagit. On sait très bien que quand vous sortez de 15 jours ou 3 semaines de stage, vous n'avez pas tout appris, vous allez prendre le reste sur le terrain. Et on voit aussi très bien des gens qui sont jamais capables. Donc voilà. Professionnalisme, discrétion, les langues étrangères, voilà. Et la conduite aussi, parce que la conduite fait partie de la protection rapprochée. Éric Plumer, merci beaucoup pour cet échange et cette interview qui était passionnante. Votre parcours exceptionnel quand même, et ce que vous avez vécu et ce que vous avez apporté pour l'État, pour la sécurité, c'est quand même quelque chose effectivement d'énorme. Votre vision sur le continuum est extrêmement intéressante. Et cet angle qu'on avait un peu oublié, hein, cette histoire de service d'ordre à côté des forces municipales, des forces étatiques, des forces de sécurité privée, est quelque chose de très intéressant et j'étais très heureux de pouvoir échanger avec vous. On retrouve l'ensemble de nos émissions sur les sites et sur nos réseaux sociaux, sur Anews Sécurité, et je vous dis à une prochaine fois.